Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information. Voici sans plus attendre les titres de votre édition. Nous commencerons cette édition en nous rendant à Hong Kong où la Chambre de développement économique menait une mission. Nous continuerons avec la remise des prix du meilleur entrepreneur de l'année. Nous reviendrons sur les Masters de violon qui avaient lieu ce samedi à l'Opéra Garnier. Et nous terminerons avec le Mare Nostrum. Vous découvrirez le bilan du meeting. La Chambre de développement économique menait une mission à Hong Kong. Il s'agissait tout à la fois de découvrir le dynamisme de la principauté et de présenter cette région administrative de la Chine. Le premier volet de notre série de reportages est consacré à la découverte justement de cette destination où les opportunités d'affaires sont bien réelles. À Hong Kong, Patricia Navarro et Lionel Bernardi. Hong Kong, une économie en plein essor. Derrière cette haie de buildings se cache la 10e puissance commerciale et la 3e place financière mondiale. Sa situation géographique en a fait l'un des plus importants centres logistiques d'Asie. Hong Kong est le premier aéroport de fret et le 3e port de conteneurs au monde. Et à l'heure où la crise économique continue de sévir, les prévisions de croissance pour l'année 2013 sont ici très positives. Nous sommes considérés comme une ville chinoise, mais avec une ouverture internationale très importante. C'est un seul pays, mais deux systèmes différents. Et je pense que les investisseurs étrangers qui voudront venir à Hong Kong trouveront ici un système qui leur sera plus familier par rapport au reste de la Chine. Et nombreux sont ceux qui utilisent Hong Kong comme une passerelle vers la Chine pour ensuite conquérir ces marchés-là. Avec une fiscalité stable et souffrant de peu de concurrence, des autorités incitant tout autant à stimuler la consommation intérieure qu'à investir à l'étranger, Hong Kong offre un environnement d'affaires des plus attractifs. De quoi séduire et attiser la curiosité des entrepreneurs de la principauté. 15 d'entre eux ont participé à la mission organisée par la CDE à Hong Kong. Je pense que aussi bien à Hong Kong qu'éventuellement à Singapour, nous avons des consuls très actifs. Hong Kong, Chi Chi-tung, c'est un icône, donc c'est quelqu'un qui est excessivement connu, qui nous a aidés en faisant venir ses propres relations, notamment hier soir. Et je dois avouer qu'avec lui, nous avons des opportunités très intéressantes, aussi bien pour les entreprises de Monaco qui veulent s'implanter sur Hong Kong et peut-être exporter sur la Chine ensuite, ou sur des clients de très haut niveau, éventuellement pour l'hôtellerie de luxe que nous avons. Hong Kong et Monaco étaient destinés à avancer ensemble. Les similitudes sont nombreuses. Esprit d'entreprendre, qualité de vie, sécurité ou bien encore taux de chômage très faible. Monaco et Hong Kong, notre structure économique est quasiment la même. Aujourd'hui, l'économie de Hong Kong s'appuie sur le tourisme qui apporte beaucoup de revenus, mais aussi les services financiers. Nous nous ressemblons aussi sur les limites de notre territoire, où il y a vraiment beaucoup de points communs. Les conditions d'installation sont elles aussi très attractives. Tout est fait pour faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs. Il est plus facile, bien sûr, de s'installer à Hong Kong, très rapide, très clair. Beaucoup de professionnels sur Hong Kong peuvent apporter leur expertise dans tous les domaines. Ils sont joignables 24 heures sur 24, je pourrais dire. Les services administratifs sont excellents. Bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a quand même une différence. Et on peut certaines fois se sentir assez frustré quand il y a une différence de culture dans les demandes et dans l'approche de traiter des demandes. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi pour aider et faciliter les personnes à obtenir des licences, des autorisations spéciales. Et pour les entrepreneurs de Monaco désireux de s'installer à Hong Kong ou prêts à trouver là des fournisseurs ou des partenaires souhaitant rayonner en Europe, des pistes de projets possibles ont été identifiés dans des secteurs tels que le consulting, l'ingénierie financière, mais aussi dans le tourisme, l'immobilier ou l'industrie du luxe, autre trait commun entre Monaco et Hong Kong. Au chapitre économique, ce week-end, l'entreprise américaine Ernst & Young organisait une soirée de gala à la Salle des Étoiles pour désigner le meilleur entrepreneur de l'année. Élodie Messager vous en dit plus.
Les plus grands chefs d'entreprise de la planète étaient réunis, salle des Étoiles, ce samedi pour assister à la remise du prix du meilleur entrepreneur de l'année. Une manifestation organisée depuis 13 ans en principauté par la société américaine Ernst & Young. 47 pays étaient en compétition sous les yeux du prince souverain. L'objectif de ce concours est de récompenser les acteurs de la croissance économique mondiale, ceux qui aujourd'hui créent de l'emploi. Les finalistes ont tous réalisé un chiffre d'affaires exceptionnel ces dernières années, mais le grand gagnant est américain. Originaire de Turquie, Hamdi Ulukaya a lancé son entreprise aux États-Unis en 2007, Chobani Greek Yogurt. Aujourd'hui, il est le plus grand producteur de yaourt du pays et exporte ses produits en Australie et au Royaume-Uni. I am so honored. I can't even believe it. I am, just like Rodrigo said, amongst the 49 Je suis très honoré, c'est incroyable ce que je vis aujourd'hui. And I know Je suis très fier de mon parcours et j'espère que mon histoire donnera envie et inspirera d'autres jeunes entrepreneurs. Le prix de l'entrepreneur de l'année est la plus prestigieuse des récompenses décernées aux entrepreneurs dans le monde. C'est bien la preuve que le rêve américain est toujours possible. Et en bref, dans le reste de l'actualité, le souverain a célébré le 60e anniversaire du Yacht Club de Monaco ce vendredi. Plusieurs yachts ont effectué une représentation en mer sous le regard des nombreux convives. Au cours de cette soirée, les nouveaux membres du club ont également été intronisés. Favoriser une prise de conscience et inciter à la protection de la biodiversité est l'un des objectifs de la toute nouvelle exposition au jardin exotique. Elle est consacrée aux coléoptères et autres petites bêtes. Les explications de Sandrine Legge. Il s'agit sans aucun doute d'une famille nombreuse et pour cause. La famille des coléoptères comprend plus de 300 000 insectes. Alors vous n'en verrez pas autant dans cette exposition présentée par le gouvernement princier et la mairie de Monaco au jardin exotique, mais sachez qu'elle propose une série d'inventaires très intéressants issus d'études menées ces dernières années en principauté. Le jardin, à travers son activité de jardin botanique et d'établissement ouvert au grand public, a vocation à accueillir dans sa salle d'exposition des expositions naturalistes qui explique un peu les dessous de la vie naturelle. La date du vernissage, le 5 juin, n'a pas été choisie au hasard. Il s'agissait de la journée dédiée à l'environnement. Il faut dire que cette exposition a un objectif précis. Pour présenter un sujet qui n'est pas évident à montrer au grand public, c'est les inventaires de biodiversité terrestre et en particulier les inventaires sur l'entomofaune, c'est-à-dire les insectes que nous avons réalisés entre 2008 et 2011. Nous sommes dans une logique de bien connaître notre biodiversité locale pour mieux la protéger. Tous les acteurs de la construction, les personnes lambda comme vous et moi, les enfants dans les écoles, par des mesures simples et concrètes. Par exemple, cet inventaire de la biodiversité sur les insectes nous a permis de mettre en place des mesures de gestion comme, par exemple, quand on voit dans un espace un peu sauvage du bois pourri, ne pas nécessairement le nettoyer parce que ça peut constituer un habitat pour ce type d'insectes. Et cette exposition est donc le fruit d'études menées par la direction de l'environnement avec l'appui de scientifiques, des études qui ont permis de découvrir des espèces inattendues. Cette collection qui est présentée ici réunit près de 350 espèces de coléoptères qui proviennent donc toutes de la principauté. Donc c'est une diversité qui était insoupçonnée quand on a commencé notre étude. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a tout de même 2 espèces nouvelles pour la science. Une qui a été décrite, une qui est en cours d'étude encore, et toute une série d'espèces qui sont nouvelles pour la faune franco-monégasque, c'est-à-dire dont l'aire de répartition est considérablement accrue par rapport à ce qui était connu auparavant. En fait, dans le sol, il y a des quantités de toutes petites bêtes, très intéressantes, souvent très localisées, et les glacis du palais, justement, ont révélé une faune très particulière, à laquelle on a pu accéder grâce aux galeries anciennes du palais, où j'ai pu, la bonne chance, fortune si vous voulez, de découvrir une espèce nouvelle pour la science. Donc il s'agit d'un petit charançon qui n'a pas d'yeux, donc qui vit dans le sol. En fait, malheureusement, on ne le connaît que par des cadavres. Et les petites bêtes au sol ne sont pas les seules à l'honneur. Les espèces volantes, comme les papillons, sont aussi présentées.
Il s'agit de mettre en valeur une collection qui était dans les réserves du jardin exotique, qui était là depuis longtemps et qu'on a un petit peu exhumé en essayant de montrer ce qui était plus typique de la Côte d'Azur, puisque c'est une collection qui concerne les Alpes-Maritimes, même les montagnes. Et puis aussi mettre en valeur certaines espèces certaines notions qui sont intéressantes, puisqu'il y a des espèces, des exemplaires là-dedans qui sont anciens et qui représentent des espèces qui aujourd'hui ont pratiquement disparu ou se sont raréfiées. Et les données même, par exemple portées sur les étiquettes, sont précieuses. Ce patrimoine est aussi à l'honneur sur papier puisqu'un timbre a vu le jour. Il met en valeur le charançon découvert lors des études réalisées sous le Palais Princier. La marque Gettysson présente sa collection Printemps-été à la Maison de l'Amérique latine. Consacrée aux femmes, l'enseigne depuis 2009 propose des articles chics et en édition limitée. Un reportage de Rémi Salor. Des bijoux, des sacs, des robes ou des chaussures. Gettysson, fondatrice éponyme de la marque de vêtements et accessoires, a parié sur le design chic brésilien pour séduire ses clientes européennes. Ce qu'on manque ici en Europe, nous manquons souvent de couleurs. Nous n'avons pas des matières très travaillées, sur des matériaux par exemple qui ne filent pas, des structures qui sont élaborées. Au Brésil, les femmes sont tellement originales, tellement créatives. C'est un mélange de mixité, de convivialité. Et quand vous regardez une Brésilienne dans la rue, même si elle va travailler, même si elle sort dans n'importe quelle circonstance, même à la plage, les femmes sont élégantes. Plus connu comme le pays de la tongue et du prêt-à-porter, le Brésil sait offrir des articles haut de gamme raffinés, un choix qu'a fait Getty pour se démarquer et échapper aux clichés. Ses collections se composent de pièces uniques pour chaque taille. Elle l'affirme, ses clientes n'ont pas envie de porter les mêmes choses que d'autres. Ce sont des femmes qui sont des femmes d'abord actives, des femmes qui bougent, des femmes qui veulent continuer à être féminines, même quand elles travaillent. Nous avons des choses, et des produits plutôt, je dirais, qui vont du sac à main, des tongs, bijoux, des colliers, des robes, des manteaux, qui conviennent à toutes les femmes. Les modèles phares de la collection Gettysson ont été présentés lors d'un défilé mercredi dernier. Ils seront exposés à la Maison de l'Amérique latine jusqu'au 29 juin. La finale des Masters de violon avait lieu ce samedi à l'Opéra Garnier. La compétition s'est achevée sur une confrontation entre deux violonistes de grand talent. Retour sur cette soirée avec José Sacré. Samedi 8 juin, salle Garnier, Nikita Borisoglepski, 27 ans, de nationalité russe, est déclaré vainqueur des Monte Carlo Violin Masters 2013 et reçoit le prix Prince Régnier III d'une valeur de 30 000 €. J'ai l'honneur de remettre le prix Prince Régnier III au nom de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, donc au vainqueur, qui a fait preuve de beaucoup de virtuosité, comme vous l'avez vu, de beaucoup de maîtrise, de beaucoup de maturité, qui a un talent fou. Créé en 1989 par Jean-Marie Fournier, le directeur de la salle Gaveau à Paris, les World Music Masters se déclinent en 3 catégories, Piano Masters, Voice Masters et cette année, les Monte Carlo Violin Masters réservés seulement aux finalistes des grands concours internationaux. C'est dire la qualité de la sélection, réalisée d'abord dans plusieurs capitales, puis à Monaco durant une semaine. La finale a opposé deux musiciens extrêmement doués, l'Américain de 21 ans Nigel Armstrong et le Russe Nikita Borisoglepski, qui a finalement remporté ce concours des concours. Quel vainqueur! C'était votre candidat préféré? Ce soir, oui, c'est vrai. Il a eu plusieurs épreuves, on a un peu hésité, il était un peu plus faible, c'est pas le mot mais il était un peu plus rentré et ce soir il a explosé et l'autre était, mais les deux sont formidables. Le jury prestigieux, présidé par Renaud Capuçon, était composé de personnalités éminentes du monde de la musique, violonistes, directeurs de festivals, un Candide, Jean-Pierre Elkabbach, et René Croesi, ancien directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je crois que ce qu'il faut tirer comme conclusion de tout ça, c'est que le niveau était très haut, et ça c'est vraiment formidable pour le master.
pour Monaco et pour l'orchestre. Ce soir, j'avais voté pour les deux candidats pour la demi-finale et c'est vrai qu'il fallait qu'on désigne un gagnant. Mais je pense que dans les folles journées ou dans les autres festivals que je vais organiser, j'inviterai les deux. Je me suis laissé porter, moi, le profane, d'abord avec l'américain. Et puis quand j'ai vu arriver Nikita, je le voyais plus cohérent, quoi, plus massif, moins à la recherche d'un soutien du public comme Nigel le faisait. Et puis après, je me suis laissé emporter, je veux dire, en vibrant avec Brahms et surtout le russe. Je trouve toujours que la vocalité d'un instrument, soit de la gorge, soit du violon, du violoncello, c'est d'une grande beauté. Et quand on utilise ça, ça m'enthousiasme. Je ne suis pas capable de me retenir. Je peux dire que j'ai participé à beaucoup de compétitions. Eh bien, celle-ci est la dernière et je suis très content que cela se termine avec autant de succès. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un grand chemin. La grande compétition de ma vie commence aujourd'hui. Et toujours en bref, dans le reste de l'actualité. Vous le voyez sur ces images, le ministre d'État Michel Roger, le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme Marie-Pierre Gramaglia et plusieurs personnalités de la principauté se sont rendus au musée océanographique de Monaco afin de visiter la nouvelle exposition requin, l'Expo Sensation. Le public était venu nombreux. Cet événement consacré aux requins permet une immersion dans l'univers fascinant et méconnu de ces grands prédateurs. Ce week-end avait lieu le meeting de natation. Vous avez pu suivre l'événement en direct sur Monaco Info. Frédéric Elion vous propose les temps forts et revient sur cette compétition. Le 31e meeting international de Monte-Carlo était la première étape du Mare Nostrum cette année et 2013 restera un bon cru. Le plateau était l'un des plus beaux de l'histoire du meeting avec 7 champions olympiques, 7 champions du monde et 58 médaillés dans les grandes compétitions internationales. Et le spectacle a été au rendez-vous avec de nombreux records et notamment la superbe performance samedi de Ruta Meilutytė. La jeune lituanienne de 16 ans a battu le record d'Europe sur 100 mètres brasse en 1 minute 5 secondes et 20 centièmes. Sacrée championne olympique sur la même distance à Londres à l'âge de 15 ans, Meilutytė a également remporté le tournoi de vitesse sur 50 mètres brasse en battant le record du meeting en demi-finale. L'autre attraction de ce Mare Nostrum à Monaco était bien évidemment Camille Muffat. La niçoise a impressionné à moins de 2 mois des mondiaux de Barcelone en remportant le 200 mètres nage libre samedi en battant le record du meeting sur le 400 mètres nage libre dimanche. Une course qu'elle a dominée de bout en bout et remportée en 4 minutes 2 secondes et 84 centièmes. Toujours côté français, Jérémy Stravius s'est distingué en s'adjugeant le 200 mètres nage libre et en améliorant le record du meeting sur 50 mètres d'eau en 24 secondes 61 centièmes. Jérémy Stravius est en tête. A remporté ce duel. Belle performance scandinave samedi sur le 100 mètres papillon où la danoise Jeanette Grey-Ottesen et la suédoise Soström ont terminé première ex-aequo en battant le record du meeting signé par Inge de Bruyne en 2000. Le japonais Daya Seto a été le roi du 4 nage en battant les records du meeting du 200 et du 400 mètres 4 nage.
La natation japonaise a brillé à Monaco puisqu'Aya Terakawa a remporté le 50 mètres d'eau en signant le record du meeting en 27 secondes 53. Enfin, 8e et dernier record pour le Slovène Damir Dugonzic sur 50 mètres brasse. Une édition réussie qui s'est terminée dimanche par la soirée de gala au Fairmont en présence notamment de la princesse Charlène. Météo à présent, les températures seront-elles enfin estivales? Réponse avec les cartes. Eh bien oui, mardi, une journée très agréable nous attend avec des températures qui iront de 17 à 22 degrés. Mercredi, le soleil est toujours au rendez-vous avec un mercure en hausse. Jeudi, temps sec et bien ensoleillé avec des températures allant de 19 à 24 degrés. Et enfin, vendredi, soleil dominant malgré quelques nuages dans la matinée avec une maximale de 24 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré à la 53e édition du Festival Télé, signé Christine Datomel et Sandrine Nègre. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.